Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Daphné Cardraon et je vais aujourd'hui vous parler d'une de celles qu'on n'entend pas. Elle s'appelle Valérie Bacot. C'est une femme. Son destin a été marqué par les cicatrices invisibles des violences conjugales. Son histoire est celle d'un calvaire silencieux, d'une lutte solitaire contre un ennemi invisible. Un ennemi qui se cachait derrière des portes closes et des sourires forcés. C'est l'histoire de cette jeune fille devenue femme que je vais vous raconter aujourd'hui. Valérie Bacot est originaire de Saône-et-Loire. Ses parents se séparent en 1992. Sa mère, Joëlle Aubagne, décrite comme alcoolique, violente, autoritaire, se met en couple avec Daniel. Il emménage chez elle en décembre de la même année et commence dès lors à violer Valérie alors qu'elle n'a que 12 ans. Dénoncé, il est condamné à 4 ans de prison avant de retourner au domicile familial, où les viols reprennent. À l'âge de 17 ans, Valérie tombe enceinte d'un de ses viols et sa mère la met à la porte. Son beau-père, Daniel, lui propose alors d'emménager avec lui. Et Valérie se met en couple avec cet homme. Ils ont 4 enfants, restent mariés 18 ans. 18 ans durant lesquels il l'a forcée à se prostituer. Elle vivait dans l'ombre des menaces, des insultes, des coups, surveillée, humiliée de manière presque constante et visée à plusieurs reprises avec une arme. Alors que la famille, pour l'adolescente, puis le couple pour la jeune adulte, aurait dû être synonyme de sécurité, de réconfort, de soutien, Valérie Bacot a connu l'enfer. Chaque jour, une bataille pour sa survie, chaque nuit, un cauchemar sans fin. Cependant, il y a une limite à ce que l'âme humaine peut supporter. Il y a un point où la douleur devient insupportable, où la peur se transforme en désespoir, où la seule échappatoire semble être la fuite ou la mort. Valérie a atteint ce point de non-retour le 13 mars 2016. Ce jour-là, à la suite d'un viol qu'elle a subi lors d'une passe, elle a mis fin à la vie de celui qui avait été son bourreau pendant tant d'années par une balle de revolver. Acte de désespoir ultime, décision impensable pour certains, elle indique avoir eu peur que sa fille de 14 ans ne subisse le même sort qu'elle. Valérie et ses enfants enterrent le corps dans un bois et elle signale la disparition de son mari à la police, qui retrouvera le corps. Ce n'était pas un acte de vengeance, ce n'était pas un acte de haine, c'était un acte de survie. Le cri de désespoir d'une femme qui avait été privée de tout amour, de tout respect, de toute dignité. Valérie Bacot n'est pas une meurtrière à strictement parler, mais avant tout une victime, une survivante, qui a dû faire face à des choix impossibles dans un monde qu'il avait abandonné depuis longtemps. Selon l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Hélas, nous pouvons ici constater que ces droits fondamentaux, pourtant évoqués dès 1789, ne sont toujours pas respectés. Valérie et ses enfants sont interpellés en octobre 2017. En 2019, ses enfants sont condamnés pour recel de cadavres à 6 mois de prison avec sursis. Valérie pense mériter une peine et elle est finalement condamnée pour l'assassinat de son mari à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Valérie Bacot n'est pas seulement condamnée par la justice, elle est une victime de son incesteur devenu son mari, un homme qui l'a maintenue des années sous son emprise. Depuis ses 12 ans, elle a enduré l'insupportable, elle a été soumise à des actes de violence physique, psychologique, qui ont laissé des marques indélébiles sur son corps, sur son esprit. Alors, oui, elle a tué son mari, mais avait-elle le choix? Qui ne dit mot consent? Non. Qui ne dit mot subit. Et Valérie a subi. Imaginez-vous dans sa peau, imaginez la terreur qui étreignait son cœur à chaque pas, à chaque regard, à chaque mot prononcé par celui qui aurait dû être un adulte protecteur. Imaginez la douleur qui étreignait son cœur à chaque regard, à chaque fois qu'elle fermait les yeux, chaque fois qu'elle entendait le son de ses pas s'approcher d'elle dans l'obscurité de la nuit. Toutes les femmes n'ont pas la force de se défendre contre leur conjoint malgré l'atrocité des violences qu'elles subissent. C'est le cas de Virginie, 46 ans, Catherine, 47 ans, Angélique, 22 ans, Flora, 34 ans
Laure, 28 ans, Sophie, 47 ans, et de 130 autres femmes qui ont succombé au coup de leur mari en 2023. Certaines d'entre elles étaient mamans, et au moins 15 enfants sont devenus orphelins de mère en raison de féminicide en 2022. Selon l'article 3, également de la DUDH de 1948, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Alors, pourquoi l'État ne parvient-il pas à faire respecter ces droits fondamentaux censés assurer la protection des femmes? Ces meurtres sont la preuve que notre système ne fonctionne pas. Il ne parvient pas à protéger efficacement un pan entier de notre population, en l'occurrence les femmes. Quand l'État sera-t-il enfin en mesure d'assurer cette protection? Il faut sanctionner, il faut aider, il faut prévenir. Tout d'abord, il faut sanctionner en passant par les lois, par la justice. Pour cela, différentes lois ont été mises en place depuis 1980 pour la simplification du divorce, contre les viols, contre la violence pornographique, contre le harcèlement, mais elles peinent à être acceptées, surtout efficacement utilisées. Les sanctions ne sont pas dissuasives. Un homme sur 5 est connu pour des faits de violence conjugale en 2022. Les sanctions ne suffisent pas, il faut également aider les femmes. Pour cela, des mesures sont progressivement mises en place par l'État. Le déploiement de téléphones grave danger, le recours au bracelet anti-rapprochement, le contrôle des acquisitions et détentions d'armes. Le parquet a actuellement pour consigne de s'occuper prioritairement des violences intrafamiliales. Cela favorise bien évidemment la baisse de ces violences, mais au vu des statistiques qui traduisent une hausse de 21% des violences conjugales en 2021, cela ne permet pas de résoudre totalement le problème. L'ONU remarque une attention insuffisante à la parole des victimes, une prise en charge éducative des hommes condamnés en France encore minime. Les associations, quant à elles, déplorent un manque de moyens. Il est donc fondamental de prévenir ces violences. Elles sont parfois banalisées, voire encouragées par des stéréotypes. Les médias ont un rôle à jouer, mais le changement des mentalités passera par l'éducation. La prévention demeure le plus souvent de l'ordre de l'invitation faite aux enseignants d'aborder le sujet dans le cadre de leurs cours. Or, ces enseignants ne sont pour la plus grande majorité d'entre eux pas formés pour le faire. En effet, l'école a un rôle fondamental à jouer pour lutter contre les violences conjugales, contre des comportements sexistes, assurer une éducation au respect, afin d'éviter que ne s'ancrent à l'âge adulte des comportements de domination générateurs de violence envers les femmes. Rien, ou presque, n'apparaît dans les programmes officiels sur la question. Aucun moyen supplémentaire n'est accordé à ce travail de prévention. Alors, s'il vous plaît, donnons plus de moyens à l'éducation. J'aimerais conclure avec une question. Quand? Quand notre État prendra-t-il les mesures nécessaires? Quand mettra-t-il vraiment les moyens afin de protéger concrètement les femmes victimes de violences conjugales? Quand permettra-t-il d'éviter que la situation de Valérie Bacot ne se reproduise encore et encore et encore? La question de la responsabilité de l'État français dans la perpétuation des violences conjugales est complexe, car ce fléau concerne véritablement toute la société. Le levier fondamental qui permettrait un changement durable des mentalités est l'éducation. C'est pourquoi l'État doit impérativement établir un plan d'urgence dès les premières années de scolarisation afin de faire des élèves, des futurs citoyens éclairés, capables de s'exprimer, de repérer des situations dangereuses et de se défendre. Car comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde.